Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 12 juin. Au sommaire aujourd'hui, l'EMS Bellevue de Beugnin a été inauguré jeudi dernier. Le bâtiment a entièrement été démoli et reconstruit. Le lieu accueille désormais 68 lits, dont la moitié en unité de psychiatrie de l'âge avancé et 8 places en accueil temporaire. On en parlera avec nos invités. Daniel Colo, Isabelle Monet, bonjour, bienvenue sur ce plateau. On est ravis de vous avoir. On verra notamment cette visite également en images. En sport, les Mermingans sont vice-championnes suisses de rugby. On recevra d'ailleurs tout à l'heure le coach Stéphane Fèvre. Bonjour Stéphane, bienvenue à vous. Vous êtes dans les coulisses en ce moment. À tout à l'heure, merci beaucoup. Et puis on terminera en culture avec l'édition 2023 du Caribana Festival. Cette 31e édition marque un tournant dans l'histoire du festival et a consolidé sa place d'événement incontournable dans la région. On en parlera avec Laura Briand, responsable communication à l'antenne tout à l'heure. Bonjour Laura et bienvenue également. On est ravis de vous avoir. Je vous le disais, l'EMS Bellevue de Beugnin a été inauguré jeudi dernier, un bâtiment qui existait depuis 1911, quasiment 100 ans d'existence. Le bâtiment a entièrement été rénové et reconstruit et il accueille désormais 68 lits. Isabelle Monet, bonjour. Vous êtes municipale en charge notamment des affaires sociales à Gland. Vous êtes également membre du Conseil Fondation. À vos côtés, Daniel Coro. Vous êtes vice-président de la Fondation Belle Saison. Alors, on est ravis de vous avoir. C'est vrai que c'est un projet dont on entend parler depuis quelques années. 6 ans, 2 ans de travaux, et puis notamment des résidents qui ont été relogés ailleurs durant cette période transitoire. C'était quand même une sacrée étape, il faut le dire. Absolument, je crois que c'était une étape qui est... Un EMS, c'est quand même à peu près 6 ans de travaux, donc c'est un travail qui est extrêmement important. Il faut avoir une vision sur le futur, il faut avoir les moyens financiers et après cette volonté. Et je crois que pour tout ce qui est de cette exploitation, eh bien, il fallait aussi un comité qui soit très fort pour le suivi. Et puis avec Isabelle, eh bien, on était un bon tandem pour qu'elle puisse prendre cette présidence, je dirais, pour le suivi, qui est une étape extrêmement importante. Et puis on l'a vu dans la région, c'est vrai qu'on sait le besoin d'un EMS notamment, mais ce qu'il faut dire, et d'ailleurs par rapport à cette durée d'installation, c'est qu'il n'y a pas du tout eu d'opposition, notamment à Beugnin. D'où la nécessité d'avoir un tel lieu, Isabelle. Oui, alors en effet, on a été chanceux parce que lorsqu'on a commencé avec le concours, dès que le concours a été validé, ou le groupe de GDAP a été en fait les lauréats, il y a eu tout un travail qui a été fait par la Fondation pour s'approcher des voisins, pour leur expliquer que l'EMS de 1911 allait être démoli et puis qu'un nouvel EMS verrait le jour. Et finalement, le fait de pouvoir partager, expliquer, raconter comment les choses vont se passer, je pense que c'est ce qui a évité les oppositions qui, comme on le voit par exemple au niveau de Nyon, font retarder des projets alors qu'on a énormément besoin de place pour nos aînés, pour nos seniors. Oui, c'est vrai. Le projet à Nyon d'Étine qui est actuellement bloqué par un recours de voisins. Si on revient sur l'histoire de cet EMS, plusieurs EMS sont dans la région. On se souvient de l'inauguration notamment à Gland. Et pourtant, c'est toujours le même problème. À chaque fois qu'on inaugure un EMS, on nous dit il nous manque des lits, il nous manque de la place. Pourquoi? Ça coince où finalement, Daniel Colo? Je crois qu'au niveau du nombre de lits qui nous manque, il y a 2 éléments. La première chose, la société a fortement changé. Donc ça veut dire que ce qu'on était d'accord par le passé d'avoir une chambre à 2 lits, c'est quelque chose qui n'est plus acceptable aujourd'hui pour la dernière étape de notre vie. Et nous voyons que dans les nouveaux EMS, par exemple, sur 68 lits, il y a 64 chambres individuelles. Donc ça veut dire que c'est un premier élément. Le deuxième, on voit qu'on a quand même peu eu sur les 20 dernières années de rénovation, et si tôt qu'on commencera le programme de rénovation, on va perdre aussi un certain nombre de lits. Et puis ça, c'est les 2 éléments, et la population vieillit, on a de plus en plus de problèmes aussi, pas que gériatriques, mais psychogériatriques, donc ça veut dire que le nombre de patients possibles augmente, engorgement dans les hôpitaux qu'on devrait vraiment soulager, et tous ces éléments réunis font qu'aujourd'hui, on est dans une région, et au niveau du canton, on manque de lits. Oui, on va revenir sur cette situation notamment des hôpitaux, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très paradoxal avec cette EMS de Beugnin, c'est que finalement, seuls 34 lits sont occupés parce que vous manquez de personnel. Donc aujourd'hui, on nous dit dans la région, on manque de lits, mais seuls 34 lits sont occupés. Oui. Parce qu'en fait, on ne trouve pas le personnel. Actuellement, il y a vraiment on a besoin de trouver du personnel qui est extrêmement bien formé pour s'occuper de nos parents, de nos grands-parents. Et puis, il y a une crise actuellement. Il y a beaucoup de personnes qui sont formées au niveau des études, des écoles d'infirmières, de soins infirmiers. Mais au moment où elles commencent à travailler, la profession est quand même lourde, elle est difficile, et puis ils abandonnent, ils passent à autre chose.
On voit que dans notre région, on subit aussi peut-être des différences salariales avec le canton de Genève. Sur le canton de Genève, il y a entre 500 et 700 francs de différence pour une infirmière. Je pense actuellement, où on voit l'augmentation du coût de la vie, pour certaines personnes, c'est nettement plus intéressant d'aller travailler dans un autre canton. Enfin voilà, c'est un peu toutes ces choses qui se mettent les unes avec les autres et finalement on se retrouve, on a des lits, on a besoin de lits, alors on se dit c'est fantastique, mais d'autre part on ne trouve pas le personnel capable de gérer ces situations. Mais quand même au niveau politique, qu'est-ce que ça signifie dans notre région? Parce qu'on se souvient, il y a eu des votations fédérales notamment qui questionnaient ce salaire des infirmières, des revendications carrément du personnel qui ont été aujourd'hui admises et acceptées. Et dans notre région, on n'arrive pas à appliquer ça. Pourquoi ? Je pense que ce n'est pas uniquement dans notre région, mais il y a aussi peut-être, comme je disais tout à l'heure, la difficulté, mais aussi la façon de travailler dans un EMS. C'est souvent des journées qui sont coupées. Pour des personnes qui viennent peut-être d'un certain, je sais pas, 40, 50 km, ce n'est pas évident de se dire qu'est-ce que je fais dans les périodes où je ne peux pas travailler. Il y a encore une fois la formation, il faudrait former beaucoup plus de monde, mais en même temps, il faut que la formation elle soit aussi attrayante. Et là, peut-être que quand on entend des personnes qui sont dans les soins actuellement, on voit qu'il y a vraiment de la pénibilité, qu'il y a parfois de la lassitude, que c'est toujours plus complexe que la profession. On entend beaucoup parler de paperasse, finalement. C'est toutes des choses qui font que peut-être c'est plus simple d'aller travailler dans d'autres endroits. Ouais. Et Daniel Collot, vous citiez tout à l'heure notamment cet engorgement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, du fait qu'il nous manque des lits en EMS, ces patients sont aujourd'hui notamment à l'hôpital. Absolument. Donc on voit qu'il y a eu différentes études qui ont été effectuées. Donc les hôpitaux ont aussi toujours ces problèmes avec des patients qui malheureusement bloquent un lit, qui fait qu'on doit retarder certaines opérations ou d'autres choses. Donc ça c'est un élément. Par contre, pour moi, c'est la chaîne complète qui aujourd'hui, on doit se reposer la question de comment est-ce qu'on doit mieux pouvoir travailler efficacement. Et au niveau du personnel, il y a aussi un élément, on ne doit pas regarder que l'aspect c'est important, salarial, mais on doit aussi nous remettre en question dans chaque structure de comment est-ce qu'on peut aussi travailler différemment, apporter quelque chose de plus à chaque employé pour qu'il ait aussi envie. Donc on doit aussi remettre un petit peu nos avantages, etc. Mais on doit aussi travailler un petit peu sur la façon de collaborer. C'est intéressant ce que vous dites, Daniel Collot, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on rentre en EMS chaque fois plus tard. Il y a aujourd'hui un accompagnement qui se fait différemment aussi. Peut-être même aussi aujourd'hui les proches qui ont envie d'être et de passer du temps avec leurs proches. Donc là, c'est toutes des structures qu'il a fallu réadapter, notamment au sein de l'EMS Bellevue de Beugnin. Est-ce que vous avez par exemple des exemples de lieux qui ont été réadaptés justement pour pouvoir accueillir patients, mais aussi familles ? Alors, il y a par exemple les centres d'accueil temporaires, justement, qui permettent de soulager les proches aidants et de permettre aux membres de leur famille de pouvoir passer une journée ou deux dans un centre d'accueil temporaire. Il y en a 3 actuellement dans la région qui sont gérés par la Fondation Belle Saison. Mais j'avais aussi envie de faire le lien parce que les Vaudois, quand on leur pose la question « mais où est-ce que vous voulez terminer votre vie ?» la plupart disent « à la maison ». Et le choix qui a été fait il y a déjà bien des années de ça par le canton de Vaud, c'était vraiment de proposer des soins à domicile extrêmement compétitifs, extrêmement performants pour permettre aux gens de pouvoir rester le plus longtemps chez eux. Donc maintenant, on en est là, mais le plus longtemps, c'est souvent, les personnes n'ont pas loin de 90 ans. Et quand elles arrivent à l'EMS, c'est souvent avec des polymorbidités. Il y a aussi beaucoup de problèmes de psychiatrie de l'âge avancé. Donc c'est aussi des situations qui sont extrêmement lourdes. Mais on le voit au travers des soins à domicile, le fait de devoir gérer ces situations, également pour les collaborateurs des soins à domicile, ça devient de plus en plus prenant parce que parfois on doit aller jusqu'à 4-5 fois par jour pour donner des soins. Et puis c'est continuellement des allers-retours entre le lieu de travail et le site où vit la personne qui est soignée. Et ça, c'est toute une complexité qu'il n'y avait peut-être pas par le passé. Ouais, des questions qu'on ne se posait pas. Je vous propose justement de découvrir cette EMS en images et en compagnie d'Alexandre. Stefano De Micheli, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui à l'EMS Bellevue qui fête donc son inauguration ici à Beugnin. Vous me faites visiter les lieux ? Exactement. Ah, c'est parti. Bonjour. 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 La cafétéria avec une partie cafétéria et une deuxième zone qui est consacrée pour l'espace restauration. D'accord. Donc pour l'accueillir nos résidents avec leurs proches
et famille. Alors là, on constate donc lieu de détente. Lieu de détente. On a volontairement voulu créer des zones plus intimes quelque part pour que les résidents avec leurs proches et familles puissent bénéficier de cet espace. Alors on voit un piano, voilà. Mais pas de télévision. Pas de télévision, c'est un choix de la direction de la Fondation Belle Saison de privilégier ces espaces, ces lieux communs plutôt pour des échanges, pour le contact. Néanmoins, chaque résident il a la possibilité d'avoir une TV dans sa propre chambre. Il y a aussi un autre espace. Cet espace, c'est un espace qui est consacré pour la projection de films pour les résidents. Ils peuvent aussi, pour des séances cinéma, ça c'est aussi possible, ou pour des moments liturgiques, quand il y a des pasteurs qui viennent pour des célébrations œcuméniques. Très bien. On monte au deuxième étage parce que le premier étage, aujourd'hui, il est exploité. Il accueille 34 résidents. C'est 2 unités de 34 résidents, une unité de gériatrie, le premier étage, et le deuxième étage de psychiatrie de l'Agencé. Actuellement, n'est pas exploité, donc on privilégie pour aller visiter, pour ne pas déranger, qui n'est pas exploité au deuxième étage, pour ne pas déranger non plus les résidents. Eh bien, je vous accompagne. Voilà. Alors là, on arrive au deuxième étage de cette EMS Bellevue. Alors vous m'avez dit 34 places au premier étage, et ici au deuxième étage, c'est combien de personnes? 34. Si je vous suis, il y a encore de la place ici, donc potentiellement, cette EMS ici peut encore accueillir des résidents. Oui, 34 résidents. Voilà la chambre. Je vous montre la chambre 202. C'est la chambre qui donne côté lac. D'accord. Toutes les chambres, comme vous voyez aujourd'hui, l'aménagement, c'est l'aménagement standard. Ça veut dire la présence d'un lit, une table de nuit, un fauteuil, une table et une chaise. Ça, c'est ce qu'on offre à chaque résident. C'est combien de mètres carrés une chambre? 16 mètres carrés. 16 mètres carrés. Y compris avec douche et toilette privée. Après, il y a justement une douche, salle de douche privative, avec son seuil pour respecter les normes SIA, son seuil pour permettre des personnes à mobilité réduite de pouvoir accéder de manière facile. Et là, on est donc dans la salle thérapeutique ici. Salle de bain thérapeutique avec lit flottaison. La particularité de ce lit, c'est que la personne, elle peut se coucher sur le lit. Elle est complètement enveloppée. Sous cette membrane, il y a de l'eau. Pour rendre cet espace aussi vraiment un espace snozelen, la volonté de la Fondation, c'était aussi d'utiliser un chariot qu'on appelle chariot sensoriel pour la diffusion de la luminothérapie. Raison pour laquelle il n'y a pas que le secteur social, donc des animateurs et des éducateurs, qui utilisent cette baignoire avec les résidents, mais aussi les soignants. Ça, c'est le salon d'étage sud avec une magnifique vue sur le jet d'eau. L'EMS Bellevue porte bien son nom. Porte bien son nom, exactement. On privilégie cet endroit pour accueillir des résidents qui ont besoin plutôt de hypostimulation. Ça, c'est la salle à manger d'unité parce que les résidents peuvent prendre leur repas sur l'unité, donc le repas de midi, le repas du soir, le petit déjeuner du matin. Je vous remercie beaucoup pour cette visite, Monsieur De Micheli, et belle fête d'inauguration à vous alors. Merci beaucoup, ça a été un plaisir pour moi. Merci. Une inauguration qui a notamment été faite en présence de la conseillère d'État vaudoise Rebecca Ruiz. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, Daniel Colo? Écoutez, je crois qu'avec Rebecca Ruiz, c'est quand même la remercier parce que c'est quand même quelque chose qu'elle essaye de faire au mieux pour essayer de défendre les choses. On a discuté un petit peu avec elle et la présidente par rapport à ses objectifs, quelles étaient ses priorités. Et c'est clair que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'il y a de plus en plus de règles. Donc nous, on est plutôt en train de lui dire, attention, ne nous mettez pas trop de règles. La deuxième chose, faites attention, il ne faut pas travailler que sur les nouveaux bâtiments, mais aussi les rénovations, parce qu'à un certain moment, certains EMS avec beaucoup d'anciens objets auront des problèmes à terme. Puis la troisième chose, il faut essayer de petit à petit essayer de nous soutenir dans la formation, dans les nouvelles constructions, dans différents domaines. Par contre, je pense que les fondations ont une partie des clés du succès en leurs mains.
Et c'est ça qu'on va essayer d'exploiter. Typiquement, au niveau des ressources humaines, on regardait ce matin avec la direction, on ne peut pas attendre simplement qu'il y ait des augmentations salariales qui pourraient venir dans 1 année, 3 ans ou 5 ans, mais on doit aussi travailler comment est-ce qu'on peut changer, comment est-ce qu'on doit modifier notre organisation pour y arriver. On doit plus parler un petit peu de la caisse de pension, on doit plus travailler aussi comment est-ce qu'on peut aller éventuellement auprès d'autres personnes qui ont quitté l'établissement pour congé maternité, pour d'autres raisons. Est-ce qu'elles ont envie de revenir? Donc il y a plusieurs éléments. Travailler peut-être avec les personnes qui ont des connaissances, répartir des petites tâches. Donc aujourd'hui, on est pris un petit peu par la partie administrative et on a peut-être besoin de petites mains, l'expression, pour venir nous aider pour différentes choses. Et c'est un tout, je suis persuadé que ce n'est pas une seule solution, mais c'est le cumul peut-être de 5, 6, 7, 10 choses qui vont faire. Et pas seulement au niveau cantonal. Isabelle Monet, je vais vous laisser le dernier mot. Qu'est-ce que vous dites aux gens, puisque vous êtes aujourd'hui municipal en charge des affaires sociales, qui vous disent aller en EMS, c'est impossible, moi j'arriverai jamais à me le payer? Alors heureusement, il y a des aides par rapport à ça pour des personnes qui se retrouvent avec peut-être des rentes AVS qui ne sont pas complètes, qui n'ont peut-être même pas un deuxième pilier. Et bien, heureusement, il y a des prestations complémentaires. Au moment où la personne commence à subir des problèmes liés à l'impotence, il y a aussi des rentes d'impotents qui peuvent permettre de soutenir pour pouvoir aller à l'EMS. Et il ne faut pas se voiler la face. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'être à l'EMS, mais grâce à ces aides, elles trouvent un lit et puis elles peuvent finir leur vie à l'EMS. Isabelle Monet et Daniel Collot, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Excellente journée à vous deux. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. On va passer à notre plateau sport. Les Mermingans sont vice-championnes suisses de rugby après une très belle saison. Les joueuses de l'entente Nyon-Montépalizieux ont trébuché sur leur dernière marche pour se hisser au sommet samedi dans la finale de championnat de Helena qui les opposait à Lucerne. Je vous en prie, Stéphane Fèvre, venez me rejoindre. Vous êtes le coach du Nyon Rugby féminin. Défaite 12-5. J'ai envie de vous demander, Stéphane, 2 jours après ce match, comment est-ce que vous vous sentez? Vous avez repris un petit peu du poil de la bête? Oui, c'est toujours encore un peu difficile mal à la tête, digérer. difficile à digérer, mais c'est le sport et voilà, on apprend de nos défaites, donc on prend rendez-vous pour l'année prochaine et faire mieux que cette année. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, comment elles se sentent, ces joueuses? Est-ce que c'est la déception qui prime? Est-ce que c'est l'envie de revanche, justement, par rapport à l'année prochaine? Comment vous sentez l'équipe? Non, pas revanche, mais grosse frustration, oui, par rapport à l'investissement qu'elles ont eu sur toute la saison, la préparation qu'on fait depuis qu'on sait qu'on est en finale. On a demandé aux filles de s'impliquer encore un peu plus, de venir aux entraînements. Plus souvent, donc voilà. Donc c'est dommage de terminer comme ça, mais voilà, il faut dire aussi que on n'était pas du tout attendu à ce niveau-là. Donc Et vous avez régalé, notamment au niveau du spectacle. C'est vrai que tout s'est joué jusqu'à dans les toutes dernières secondes. C'était très serré. Et vous dites d'ailleurs que selon vous, il y a eu quelques fautes d'arbitrage. Ouais, on va pas revenir sur l'arbitrage. Ce n'est que mon avis. On a regardé la vidéo. Je pense qu'il y a une erreur qui fait que derrière, on prend ces points qui nous coûtent cher. Et voilà. Et donc, c'est comme ça. C'est comme ça. On ne va pas revenir, on ne va pas refaire le match parce que c'est fini. Mais c'est vrai que de perdre de cette manière-là, c'est quand même un peu gênant. Ouais, aujourd'hui, on voit justement ces images à l'écran. Qu'est-ce qui a fait la différence entre votre équipe et puis les adversaires ? Il n'y a pas eu de différence. Il n'y a pas eu de différence parce que 0-0 jusqu'à la 75e, il faut savoir que Lucerne, c'est quand même l'ogre de la poule qui met 40 pions à chaque équipe. Donc elles ont, je pense, été surprises de notre combat, de notre investissement. Et puis les filles, elles n'ont rien lâché. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu frustrant de perdre de cette manière. Mais voilà. Je ne pense pas qu'il y ait eu de différence sur ce match-là. Honnêtement, je ne pense pas. C'est quand même un titre vice-championne suisse. Donc on peut déjà... quand même, c'est quelque chose. Là, vous êtes dur en tant que coach. Non, non, c'est pas dur. C'est qu'on est compétiteur. Et donc quand on est en finale, c'est pour la gagner, quoi. La place du second, c'est la place du... voilà. Donc, voilà. Mais bon, on prend rendez-vous. On prend rendez-vous pour l'année prochaine parce que perdre de si peu, ça laisse quand même de belles perspectives. Sur quels aspects, du coup, vous allez travailler justement par rapport à l'année prochaine? Est-ce qu'il y a des changements au niveau des coachs, de l'équipe? Qu'est-ce qui se passe pour la suite? Au niveau du coaching, on a quand même
deux entités du club qui partent, hein, avec Rémi Boiras et Dan Pierry qui étaient là depuis le début de la création des Myrmidons. On a des filles qui arrêtent aussi. Donc voilà, déjà rien que pour ces filles, ça aurait été bien et les coachs de finir en beauté. Mais ce qu'il faudra travailler, c'est le recrutement, parce qu'on manque quand même en quantité. Pas en qualité, mais en quantité, mais aussi de filles dans la région, justement, ce recrutement. Comment il va se faire, du coup? Non, on a la chance quand même sur le canton d'avoir des écoles de rugby. Il y a une école de rugby à Nyon qui va se créer également. On a des filles de 15-16 ans qui sont à la porte de l'équipe première. Donc ces filles, on va commencer à les intégrer là, maintenant, pour qu'elles découvrent un petit peu ce niveau. Voilà. Après, on va recruter, il ne faut pas se le cacher, des filles d'autres clubs qui sont un peu... C'est quoi les clubs qui vous donnent envie, justement, ailleurs? Les clubs qui vous donnent envie? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais on a peut-être quelques filles qui pourraient jouer chez nous et qui ne jouent pas Lucerne, dans notre club. Non. On l'a trop mauvaise contre Lucerne, on ne veut pas de Lucerne. Non, après, ce n'est pas gérable, Lucerne, c'est trop loin. Voilà, il y a des clubs plus près. Il y a des clubs plus près. Donc voilà, après, il y a des clubs, il ne faut pas se le cacher, juste à côté de la frontière aussi, hein, des clubs en France. Voilà, on a des filles qui seraient intéressées pour venir jouer. Voilà, maintenant, c'est comment on peut attirer ces filles-là. Et avec quels moyens? Oui, c'est ça, c'est toujours la même difficulté. On essaye le club alors le club, l'entente des clubs essaye de trouver du travail. On essaye de trouver des partenaires qui pourraient nous aider dans ce sens-là. D'ailleurs, je fais un appel s'il y a des gens qui sont intéressés pour nous soutenir. C'est un peu de saison. Je crois que tous les clubs en profitent à chaque fois qu'ils viennent sur ce plateau. Là, on le comprend, c'est les recrues. Et puis ça, c'est quelque chose qui manque. Et vous, Stéphane Fèvre, est-ce que l'année prochaine, on pourra compter sur vous Normalement, oui. Moi, je m'étais engagé sur quelques années. Donc, voilà. Après, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Rugbystiquement, pour l'instant, je suis en place. Voilà. Maintenant, il faut trouver aussi une entente, un accord avec le club pour que moi, je puisse aussi m'épanouir sportivement, mais aussi à côté. Ça veut dire quoi? Qu'il vous manque quelque chose? Il manque... la victoire, on l'aura compris, mais quoi d'autre? Non, il faut améliorer tout, dans tous les secteurs. Donc c'est des moyens qu'il faut apporter. Voilà, et qui dit moyens, il faut aller chercher des partenaires. Donc là, c'est un appel du côté de la présidence et du comité, j'imagine. Donnez-nous plus de moyens. Pas forcément plus de moyens, mais accompagner un peu plus. Ouais, accompagner un peu plus, tout à fait. Mais ce qu'ils font déjà. Voilà, le club est en train de se développer dans le secteur féminin. Donc il y a de belles perspectives, mais il faut pousser, il faut encourager, il faut soutenir. Voilà. Donc en demi-teinte, peut mieux faire, si je résume. Oui, sportivement, on doit mieux faire. Extra-sportif, on peut mieux faire. Stéphane Fèvre, coach du Nyon Rugby Club, on était ravis de vous avoir et puis on prend d'ores et déjà rendez-vous pour l'année prochaine et du coup cette fois-ci avec la coupe. Ça fait 2 fois qu'on le dit, j'espère qu'on y arrivera, mais oui, si on remplit toutes les conditions, on pourra le faire. On y croit et on est derrière vous. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Bonne journée. Bientôt. Au revoir. Au revoir. L'édition 2023 du Caribana Festival a touché à sa fin, donc une 31e édition qui s'est clôturée ce week-end et qui marque l'histoire du festival. Lauréat Briand, bonjour. Vous êtes responsable communication. Vous dites que c'est d'ailleurs l'une des meilleures années. C'est comme ça que vous la résumez. Pourquoi ? C'est ça. Pourquoi ? Parce que le public était au rendez-vous, même plus que l'année dernière, parce qu'on avait presque que du beau temps, l'ambiance. Enfin, il y a vraiment eu zéro couac, alors qu'on avait beaucoup de nouveautés cette année, notamment au niveau des infrastructures, au niveau du no-cash, et zéro couac. Donc vraiment une très très belle édition pour nous. Oui, on va la revivre justement en images puisque on y était également, de très belles images, d'une très belle ambiance, mais aussi un côté très famille. C'est ce qui fait un peu l'ADN du Caribana et ses nouveautés. Qu'est-ce qui a bien fonctionné, Laura ? Alors, ce qui a très bien fonctionné, c'est le bar de la plage, la scène où il y avait tous ces artistes suisses qui ont fait des concerts. Ça a tellement bien fonctionné qu'on a eu des petits soucis au niveau du sol qu'on a dû réparer. Ouais. Si vous deviez corriger quelque chose, qu'est-ce que vous voulez améliorer pour les éditions suivantes ?
C'est toujours l'accueil du public, on essaye toujours d'améliorer. Là, on a eu des nouveautés au niveau des infrastructures, donc on sait qu'il y a quelques petits problèmes, donc il faut améliorer, que ce soit au niveau des accès aux toilettes, le parking, toutes ces choses-là. Donc il y a toujours des choses à améliorer et on essaye toujours de pouvoir le faire pour les éditions suivantes. Ouais, selon vous, au niveau de la musique, justement, quels ont été les temps forts? On sait qu'il y a eu de très belles soirées, toujours par genre, au Caribana, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'était quoi les temps forts de cette édition? Mais c'est vrai que la première soirée, la soirée rock, avec de savoir que Sum 41 a fait son dernier concert en Suisse chez nous, c'est quand même quelque chose d'important. Samedi, c'était la soirée sold out, la fameuse soirée électro, et Bob Sinclair qui a fait monter du monde sur scène pendant tout son set, c'était assez incroyable. Donc il y a plein de moments forts et on le voit avec le public, quoi. Ils étaient hyper souriants, hyper festifs. Donc nous, on est très heureux. Ouais. Au niveau financier, où en est aujourd'hui le Caribana? On sait que cette jauge de 8000 a été revue un petit peu en baisse, que c'est une période qui a été compliquée pour les festivals, notamment après cette période Covid. On en parle beaucoup dans le monde culturel. Est-ce qu'aujourd'hui, le Caribana est vraiment à flot ou est-ce qu'il est quand même un petit peu en dessous de ses objectifs? C'est quoi la situation financière du Caribana? Alors cette édition nous permet vraiment d'être équilibré. Vu tous les investissements qu'on a fait, on ne peut pas dire qu'on va faire de bénéfices, mais on est équilibré et on voit l'avenir assez sereinement. Donc en tout cas, l'année prochaine, on sera bien là. Ouais, on en a parlé avec Tony Larche sur ce plateau aussi, avec une manière différente de fonctionner. Aujourd'hui, il n'y a plus cette verticalité où une seule personne dirige et commande. C'est plusieurs. Comment vous vous sentez justement au sein de ce comité aujourd'hui de pouvoir diriger ce festival à plusieurs et aujourd'hui d'être cette nouvelle génération qui va peut-être insuffler un nouveau Caribana et un nouveau visage? Ce qui est bien, c'est qu'on est plusieurs à prendre les décisions. C'est pas uniquement Tony et il nous écoute aussi. Donc chacun a une vision un peu différente du Caribana, selon d'où on vient, selon nos âges aussi. Donc c'est important. On s'écoute et on essaye toujours au mieux de pouvoir répondre aux envies de nos publics, de nos partenaires. Donc c'est assez chouette le fonctionnement de cette équipe. Ouais, on l'a entendu aussi dire qu'aujourd'hui le festival devait être engagé, peut-être même punir si on ne correspondait pas à certaines attentes écologiques. Vous seriez prête à ça aujourd'hui? À ne pas faire de festival parce qu'on ne correspond pas à des attentes écologiques? Je ne pense pas qu'on en est au point de la punition. Nous, on essaye vraiment déjà de s'améliorer et de faire le maximum pour pouvoir présenter un festival le plus écologique possible. Ouais. Et puis, dernière question, ça a tellement bien fonctionné que vous avez d'ores et déjà vendu des billets. Une nouvelle manière de fonctionner aussi, finalement. Oui, c'est ça, c'est de se dire on a fait une belle édition, qu'il y a cette vibe aussi. Pourquoi ne pas essayer de se dire, bon voilà, on vient de passer 4 jours fantastiques. Nous, on va déjà préparer l'édition 2024, donc on propose des billets et à un prix un peu préférentiel puisqu'il est à 59 francs et une fois qu'on aura lancé la programmation. Les gens pourront choisir leur jour et voilà, c'est tout nouveau, on verra si ça fonctionne, mais on espère en tout cas. Ouais, pour l'instant, est-ce que ça a pris justement? Est-ce qu'il y a des billets qui ont déjà été achetés et qui ont profité de cette vibe, comme vous dites? Oui, je crois qu'il y a quelques billets qui ont été achetés. On a aussi des demandes pour le VIP, mais pour le VIP, il faudra attendre que la programmation soit annoncée pour qu'on puisse les mettre en vente. Et puis on se réjouit d'avoir de vos nouvelles. On prend d'ores et déjà rendez-vous pour la 32e édition. Est-ce qu'il y a déjà des dates? Oui, ce sera du 5 au 8 juin 2024. 5 au 8 juin 2024. Laura, merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis bonne suite de journée. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme et à demain.